Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, après beaucoup peut-être de technique, beaucoup de mécanique, de vaisselle, on va essayer un petit peu de réfléchir de manière un peu plus globale. Peut-être de manière inspirante, peut-être aussi de manière éthique. Alors, pour participer à ce moment, donc, il va y avoir 4 temps. À la fin de chaque temps, on va vous proposer un vote. Et pour donc participer à ce vote, eh bien, vous allez pouvoir flasher un QR code. Voici les 4 thèmes que nous allons aborder. Et voici les 4 œuvres qui vont servir d'illustration à ces thèmes. Le premier, Anonymat et Cyberspace, s'appuiera sur le film Ready Player One de Steven Spielberg. Le deuxième, vous avez dit Crédit Social, s'appuiera sur un des épisodes de la série Black Mirror. Le troisième, Données individuelles et IA, s'appuiera sur le film Elysium de Neil Blomkamp. Et le dernier film, Les armes autonomes, s'appuiera sur, non pas le film Creator, il y a une petite erreur, mais sur le film Total Recall. C'est pas grave. Alors, voici le QR code. Je vous laisse le temps de le flasher. Est-ce que tout le monde l'a eu? Les likes, en tout cas, arrivent. C'est très bien. Allez, encore quelques secondes. Ça ralentit. Voilà. On attend les 100. Voilà, ça ralentit. Est-ce que tout le monde est bien connecté? Pas d'accident de parcours? Très bien. Donc, premier thème. L'anonymat va-t-il disparaître? Quelle place a l'anonymat dans l'avenir des cyberespaces? Est-il encore souhaitable? L'anonymat, une chose est sûre, l'anonymat en ligne, autrefois pilier du cyberespace, est, vous le savez aussi bien que moi, remis en question aujourd'hui. Longtemps, cet anonymat a pourtant permis à chacun d'entre nous de circuler librement sur Internet, d'agir sous pseudonyme et de se créer autant d'avatars que l'on souhaite. Tout cela sans contrainte. Mais avec la dématérialisation croissante de nos sociétés, la généralisation des authentifications et celle de la gestion de ces identités numériques, cette liberté tend à s'effacer. Les espaces numériques deviennent, vous le savez mieux que moi, des environnements encadrés, contrôlés, au nom de la sécurité des systèmes, qu'ils soient publics ou privés, et des utilisateurs. Pour illustrer ces enjeux, donc, prenons le film Ready Player One de Steven Spielberg. Alors ici, nous sommes à un moment particulier du film, quand pour la première fois, les héros se rencontrent. Les deux premiers tiers du film, ils ne seront connus qu'au travers d'avatars, et pour la première fois, ils se rencontrent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Ready Player One? Il met en scène l'oasis, un métavers, un univers virtuel persistant, où chacun peut incarner une identité de son choix pour y vivre les aventures les plus folles. On a, vous voyez derrière là, sur l'affiche, quelques-uns de ces avatars. Grâce à cet anonymat, surtout, les utilisateurs échappent aux contraintes du monde réel, que ces contraintes soient sociales, économiques, physiques, environnementales, ce qui est le cas dans le film. Mais surtout, ce métavers est menacé par des entreprises qui cherchent à monétiser les identités numériques. Et la lutte entre le héros et une de ces sociétés reflète une tension bien réelle dans notre quotidien, celle entre un Internet ouvert et un Internet sous surveillance. En matière de sécurité, vous le savez bien mieux que moi, le modèle dominant aujourd'hui est le Zero Trust, c'est le thème de ce forum.
selon lequel aucun système ne doit être présumé fiable par défaut. Ce principe pensé pour les machines pourrait devenir une sorte de norme dans les relations interpersonnelles dans les espaces numériques virtuels. Dans ce cadre, entreprises et États développent des dispositifs d'authentification toujours plus sophistiqués. Objectif, garantir la sécurité des transactions et des interactions. Mais jusqu'où aller dans la levée de l'anonymat pour renforcer la sécurité collective? Dans les faits, nous avons basculé dans un monde où chaque individu est déjà tracé en permanence. Alors, dans ce même monde qui est en train de basculer du tangible vers le virtuel, le risque est de voir la présomption d'innocence être remplacée par la présomption de fraude. En effet, toute action exécutée sous anonymat devient par défaut suspecte. Ready Player One montre que la fin de l'anonymat n'est pas qu'une affaire de sécurité, mais aussi un danger pour les libertés fondamentales. Pensons aux lanceurs d'alerte et aux journalistes. Leur travail dépend d'un anonymat numérique garanti. Alors, l'anonymat est-il voué à disparaître? Pas forcément, en tout cas, il se recompose. La question n'est plus faut-il un Internet anonyme, mais plutôt comment préserver un équilibre entre la protection des systèmes et le respect des libertés individuelles. C'est là une des conditions essentielles de l'état de droit dans notre monde tangible à appliquer et à injecter peut-être dans le monde virtuel que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes donc à un tournant décisif. C'est aujourd'hui que nous devons réfléchir collectivement, comme nous le faisons ici, à l'architecture sociale du monde numérique de demain. Cette question est fondamentale. Elle dépasse la question de la sécurité des systèmes pour toucher à notre rapport à la vie privée, aux identités physiques et virtuelles, et à ce qui signifiera véritablement être libre dans le monde numérique de demain. Voilà une réflexion. Le principe de la science-fiction, c'est de nous arracher à notre quotidien pour penser autrement. Et donc, pour continuer cette réflexion, je vous propose de répondre à ce sondage. Quel sera l'anonymat en ligne de demain? Vous pouvez voter directement. Donc, conserver les principes de l'anonymat tels qu'ils sont. Déléguer aux plateformes privées la gestion des identités numériques. Et troisième, demander aux États de déployer une citoyenneté et un passeport numérique, ce qui n'empêche pas après de continuer à avoir des avatars comme on le souhaite. Mais au moins pour certaines actions, eh bien, on est sous protection du passeport comme nous avons notre passeport physique dans le monde tangible. Donc il se dégage, c'est très intéressant, il se dégage une notion de souveraineté des États à déployer dans les mondes virtuels. On attend que ça ralentisse. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. La bascule est franche. Il y a plus de 50% de plus sur l'option numéro 3. Il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, c'est juste pour réfléchir ensemble à une question éthique. Alors, passons à notre deuxième thème. Si vous le voulez, pour ceux qui sont arrivés plus tard, voici le QR code pour récupérer le train. Et donc, deuxième thème. Vous avez dit crédit social, avec des questions telles que l'exploitation des données et le crédit social demain, tous notés. Que restera-t-il de l'intime, de la vie privée? Ah, le crédit social. Ce concept semble tout droit sorti d'une œuvre, d'une dystopie de science-fiction ou d'anticipation. Et pourtant, il est déjà une réalité dans certains pays, principalement la Chine, pour ne pas la citer. L'idée, c'est d'évaluer
les individus en fonction de leurs actions et de leurs choix et surtout de leur conformité aux normes sociales définies par l'État. Cette notation influe directement sur les capacités d'accès des citoyens chinois à divers services, comme un prêt bancaire, comme un emploi ou même l'achat d'un simple billet de train. Une question essentielle se pose alors. Qu'en est-il de l'usage des données personnelles dans ce système qui décide ce qui doit rester confidentiel de ce qui est peut-être utilisé pour évaluer un individu? En Chine, ces limites semblent plutôt floues. Pour mieux comprendre la situation chinoise, je vous invite, quand vous serez rentré chez vous, à découvrir le documentaire « Ma femme a du crédit ». Il est en libre accès sur YouTube, sur le canal de la chaîne parlementaire. Il montre à quel point cette surveillance omniprésente semble acceptée, voire même intégrée par la population chinoise, attitude pour le moins étonnante de notre point de vue européen. Ce que met en lumière le documentaire, la série Black Mirror, l'a anticipé sous une forme encore plus radicale. Dans Chute libre, l'épisode 1 de la saison 3 de Black Mirror, la logique du crédit social est poussée à son paroxysme, mais selon d'autres règles. Là, chaque interaction sociale de chaque individu est immédiatement notée par son entourage, physique ou virtuel. Ici, on a un petit slideshow où l'héroïne va noter le café qu'elle aura reçu. Elle va se mettre en scène, bien sûr, pour essayer de récupérer le maximum de notes. Dans ce monde, dans le monde de Lassie, le prénom de l'héroïne, tout le monde cherche à maximiser son score, au détriment d'une sincérité pourtant essentielle dans les relations humaines. On n'interagit plus avec spontanéité, mais dans l'espoir d'être bien noté. Et lorsque l'on perd des points, c'est toute une vie qui risque de s'effondrer. L'héroïne, Lassie, en fait l'amère expérience. À la suite de diverses mésaventures, sa note chute et avec elle, la capacité de Lassie d'accéder à certains services qui lui sont pourtant essentiels. Le monde de Lassie est une société où l'apparence et la validation sociale remplacent l'authenticité et la confiance. En observant attentivement cet épisode, on pourrait presque dire que le modèle social qu'il présente est une dérive, voire une perversion du zéro trust. Appliqué aux machines et aux systèmes informatiques, ce principe a du sens pour garantir leur bon fonctionnement, on en est tous ici convaincus. Mais lorsqu'il est transposé aux relations humaines, il devient profondément toxique. Il crée une société où chaque individu que je suis amené à croiser au quotidien devient un danger potentiel. Il crée un monde où la moindre déviance, que celle-ci soit réelle ou perçue, entraîne une rétrogradation sociale quasi immédiate. Ce que je viens d'évoquer n'est pas qu'une fiction lointaine. Aujourd'hui, nos technologies permettent d'évaluer et de profiler des citoyens en temps réel. Officiellement, en France, nous ne sommes pas soumis à un crédit social, bien que nous tous ici présents avons une note de crédit bancaire. Et avec les avancées en intelligence artificielle, nous pourrions bientôt entrer dans une nouvelle ère. Imaginez un monde dans lequel le système anticipe nos décisions avant même quasiment que nous ne les ayons prises. Et un taxi autonome dont je pourrais avoir besoin pourrait arriver dans les minutes qui suivent ma demande, parce que le système aura anticipé cette demande en mettant à proximité une de ces machines. Mais qu'en est-il si l'algorithme, pour des raisons que je ne connais pas, décide que je ne suis pas digne de ce service? Il semblerait bien que le crédit social, sous prétexte de protéger la collectivité, d'améliorer la collectivité, restreigne insidieusement les libertés individuelles. Chute libre nous met en garde. Dans un monde où nous sommes évalués en permanence, où la confiance a été remplacée par une surveillance omniprésente,
le risque de glisser vers une société où l'humain n'est plus qu'un numéro, un score, une variable à contrôler et à ajuster. Et si nous n'y prenons pas garde, cette dystopie pourrait bien devenir notre réalité, donc gare. Voilà pour une deuxième réflexion, et je vais vous inviter, encore une fois, à voter. Alors, quelle forme prendrait un crédit social européen? Maintenir un système de dotation limité aux seuls critères économiques et financiers, tels qu'on les pratique maintenant. Déléguer aux plateformes numériques la gestion d'un crédit basé sur la réputation en ligne. Et là, elles auraient le risque de perdre leur part de marché si c'était mal géré. Et laisser aux États européens la liberté de créer un crédit social, mais qui serait encadré par l'Union européenne, qui organise des pouvoirs de contrôle. Alors, on laisse encore se dérouler. Voilà, je pense que là, pareil, le jeu est fait. Allez à Jacta Est. On n'est pas trop pour, hein, en Europe, ce crédit social. Nous allons passer, pareil, comme c'est bien tranché, nous allons passer au troisième thème. Les données individuelles et l'IA. Quelle classification donner en fonction du risque? L'intelligence artificielle révolutionne notre rapport aux données, aux data, mais elle soulève une question aussi essentielle. Comment surveiller, classifier, protéger ces données en fonction des risques qu'elles pourraient représenter pour les individus comme pour les organisations? L'objectif de cette classification est double. D'une part, garantir la protection des droits fondamentaux des individus en évitant toute exploitation abusive de leurs données personnelles, et d'autre part, protéger les entreprises des cyberattaques et de l'espionnage industriel, par exemple. Mais en grattant un petit peu, on pourrait peut-être plutôt se poser la question, où placer la frontière entre cybersécurité et cybersurveillance? Un film illustre cette problématique à travers la description d'un monde dystopique. Là, sous la forme de l'IA, sous la forme de robots, l'IA est omniprésente. Le film Elysium montre comment l'IA a même pris en charge des fonctions qui, aujourd'hui, sont considérées comme nécessairement humaines. Ici, nous suivons le héros du film, Matt Damon, joué par Matt Damon, qui subit le jugement par un robot, et le robot va même jusqu'à proposer un calmant à l'humain quand il sent la colère, la pression monter trop fort face à l'iniquité du jugement. Dans cet univers, donc, les machines sont utilisées comme policiers, comme juges. Ces machines agissent à l'égard des humains sans la moindre capacité à l'empathie, sans la moindre capacité de nuance ou d'interprétation. Une IA peut-elle rendre justice avec discernement? Le film répond non. Ce qu'Elysium, par contre, nous montre, c'est le risque d'un monde administré par des algorithmes dépourvus d'humanité, dépourvus de ce qui fait la vie humaine avec sa complexité, des situations collectives et individuelles. Pourtant, dans le domaine médical, l'IA rend bien des services. Aujourd'hui, elle est capable de détecter des anomalies invisibles à l'œil humain sur un scanner, sur une radio. Mais ces avancées, si bénéfiques soient-elles, interrogent néanmoins. Le secret médical pourra-t-il survivre à un monde où nos dossiers médicaux sont amenés à être dématérialisés et potentiellement analysés en continu, voire même piratés? Si demain, notre montre connectée, je n'en ai pas, révélait des indices sur notre état de santé, serions-nous toujours libres de contracter une assurance sans être pénalisés par une analyse défavorable de notre profil? Ces interrogations s'étendent au-delà du domaine médical. Que se passera-t-il lorsque les IA prédictives seront capables d'anticiper les comportements collectifs humains? Les premières tentatives de surveillance algorithmique des villes ont échoué, c'était aux USA autour des années 2013.
Mais avec les IA génératives contemporaines, ces systèmes reviendront sous une forme plus performante, peut-être plus insidieuse. Imaginez un monde où les algorithmes jugés infaillibles influencent en amont nos libertés. Quels recours auront celles et ceux qui seront classés comme à risque sans avoir commis la moindre infraction? C'est là que le concept de Zero Trust prend tout son sens. Ce principe appliqué aux systèmes autonomes signifie que tout IA capable, on le sait, d'apprendre, d'évoluer, doit rester encadré, supervisé par les humains de manière stricte. Mais pris par la fascination de l'innovation, dans l'urgence du développement des parts de marché, prenons-nous effectivement le chemin de l'application de ce principe de précaution? Ou bien avons-nous déjà laissé l'efficacité sociale algorithmique prendre le pas sur la prudence et le contrôle humain? Elysium nous met en garde. Lorsqu'on confie trop de pouvoir aux machines, la frontière entre le progrès et l'oppression devient ténue, poreuse, fragile. Le film nous interroge sur un dilemme fondamental. Si nous n'entreprenons rien, quel recours aurons-nous contre un système qui nous classera, nous surveillera et nous contrôlera au nom d'une prétendue optimisation sociale? Où tracera-t-on la ligne rouge entre innovation et protection de nos libertés? Et surtout, serons-nous capables de nous révolter encore pour les défendre, ces libertés? C'est exactement le propos de ce film. Alors, on va passer au vote. Quel avenir pour l'usage des données humaines par l'IA? Vers une approche protectrice centrée sur les libertés individuelles, Make Humanity Great Again. J'espère que vous me pardonnerez ce plagiat. Vers un monde pragmatique où les plateformes deviennent des intermédiaires de confiance. Et enfin, vers un cadre de régulation fort qui instaure un zéro trust social, limitant l'autonomie des IA et exigeant une supervision humaine. Alors, nous laissons le vote se dérouler. Là encore, eh bien, les choses sont assez franches. Alors, je vais... Bon, c'est franc, je vais avancer, surtout que je crois que nous avons un petit peu de retard. Et donc, quatrième thème. Donc, à propos des armes autonomes. Aujourd'hui, le développement des armes autonomes soulève des questions éthiques et stratégiques d'une ampleur inédite. L'un de ces principes fondateurs du modèle de sécurité informatique dit Zero Trust consiste à ne jamais accorder une confiance aveugle à un système et à toujours maintenir un contrôle humain sur les décisions majeures. Or, avec la montée en puissance des systèmes d'armement autonomes, on entre dans une ère où des machines pourraient sous peu décider seules de l'usage de la force létale sans intervention humaine. On est à un basculement. La science-fiction nous dit depuis longtemps attention à ces dérives. Prenons par exemple le film Total Recall. Là ici vous avez une image de The Creator, mais le principe est le même. Le film Total Recall, dans la version de 2012, il y a deux versions, et c'est à chaque fois une adaptation d'une nouvelle de Philippe K. Dick, pour les connaisseurs de SF. On y voit un monde où la sécurité publique est assurée par des robots capables d'intervenir, de tirer, voire de tuer de manière autonome. Ce film n'est pas un cas isolé. Des films comme Elysium, qu'on vient de voir, Robocop, Matrix, Terminator, nous montrent des robots policiers ou militaires autorisés à employer la force létale sans validation humaine. Dès 1927, le film Metropolis de Fritz Lang, le premier blockbuster du cinéma de science-fiction, anticipait déjà la question d'un tel pouvoir délégué aux machines. Ce qui est de particulièrement frappant dans Total Recall, comme dans Elysium et même dans Metropolis, c'est que l'usage de la force ne s'applique pas de la même manière à tous les humains. Il y a les humains pleinement humains et d'autres considérés comme des sous-citoyens pour lesquels la violence, voire la mort, est devenue acceptable.
cela remet tout de même fondamentalement en cause l'égalité au droit à la vie et à la protection de la loi, quand même. On est là dans une forme de perversion des célèbres lois de la robotique formulées par Isaac Asimov en 1942. Vous les connaissez peut-être, je les rappelle brièvement. Première loi, un robot ne doit pas nuire à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres humains, sauf si cela contredit la loi numéro 1. Et troisième loi, le robot doit se protéger, sauf si cela contredit la loi numéro 1 et numéro 2. Or, aujourd'hui, notre réalité a pénétré de plein pied dans la fiction. Les armes autonomes existent déjà. Depuis 2013, la zone démilitarisée entre les deux Corées est équipée de tourelles automatiques capables de tirer sans intervention humaine. Aux dernières nouvelles, les munitions sont en caoutchouc, mais ça se change. Plus récemment, vous avez peut-être vu passer une vidéo sur YouTube qui montrait une démonstration saisissante. Un ingénieur de talent a relié une tourelle de tir à une IA de type ChatGPT. Là, il suffit de donner une commande vocale, tire sur les ballons rouges, tire sur les ballons qui bougent, et la machine s'exécute avec précision. Depuis, le compte OpenAI de ce développeur a été suspendu, mais le Rubicon a bien été franchi. Il est aujourd'hui techniquement possible de transformer n'importe quelle intelligence artificielle accessible par le grand public en un système d'armes autonome. Et avec les progrès de la robotique, ces machines ne sont plus seulement fixes, elles peuvent se déplacer, s'adapter, traquer, penser aux chiens, aux dogs de Boston Robotics. Pour bien comprendre la mesure de ce basculement, il faut savoir que le marché mondial des armes autonomes devrait atteindre en 2030 10 milliards de dollars américains. Les Nations Unies tentent bien de réguler ce champ d'action des intelligences artificielles, mais la technologie avance plus vite que le droit, on le sait, d'autant qu'il y a des champs particuliers. En France, comme dans toutes les marines du monde, la marine nationale a déjà recours à des systèmes de tirs automatiques pour se défendre contre les missiles hypersoniques. L'enjeu est tel, les quelques secondes ou fractions de secondes après qu'un de ces missiles ait jailli au-dessus de l'horizon pour être détecté, que le temps de réaction humain s'avère bien trop lent. On délègue donc, dans ces cas extrêmes, la décision du tir à la machine en supposant qu'il n'y a pas d'humain à bord de ces engins. Alors, posons-nous encore une fois cette question, jusqu'où irons-nous? On est en train d'accepter que les vies d'individus puissent être retirées sans aucune validation humaine? Faisons-nous vraiment cela? Si la guerre est, selon Clemenceau, une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires, à plus forte raison, comment envisager qu'on puisse la confier aux machines? Ce que montrent des films comme Total Recall, The Creator, Elysium, c'est que cette bascule a été imaginée, évaluée, redoutée, et pourtant, aujourd'hui, nous sommes en train de l'accepter à petite dose. C'est pourquoi il est urgent de s'interroger collectivement sur ce que nous voulons faire ou ne pas faire de ces technologies, avant que la ligne entre science-fiction et réalité ne soit définitivement effacée. Alors, encore une fois, une dernière fois d'ailleurs, on va passer au vote avec cette question: quelle posture devrait adopter une démocratie à l'égard des armes autonomes? Intégrer pleinement ces armes au sein des forces armées à condition que l'IA respecte le droit international et les autres conventions. Interdire l'usage au nom de l'impossibilité éthique de la délégation à un système artificiel de la décision de tuer un être humain. En faire une arme de dissuasion massive, en tout cas très ciblée, activée uniquement en cas de menace majeure. Je vous laisse voter. Là, c'est un peu plus tendu entre la solution 2 et 3, même s'il y a un avantage. Ah, mais non, c'est bien tendu, oui, tout à fait. 20, 19, 20, 21. Donc le débat est bien là. Nous ne savons pas quoi faire de ces engins. C'est tentant,
Peut-être que nous serons condamnés à le faire parce que d'autres nations ne se poseront pas autant de questions éthiques que nous. Et en Europe, on est super champion pour se poser des quantités de questions. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous rendre à la vraie vie. Ces analyses ont été réalisées à partir des analyses que je rédige pour InCyber News ainsi que pour Spaceable, l'observatoire de prospective spatiale du CNES. Il comporte aussi les travaux que je mène au comptoir prospectiviste, le bureau d'études en prospective que je dirige. Merci de votre attention, merci de votre participation. J'espère que ça vous donnera envie de vous replonger dans les œuvres qui ont été présentées et d'en découvrir d'autres. Vous pouvez même aller sur un site qui s'appelle sciencefictiologie.fr. C'est un barbarisme, mais là vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour explorer la science-fiction et pour découvrir comment elle nous aide à penser le réel d'une autre manière. Merci beaucoup, Olivier, pour cette séquence cinéma et science-fiction. Un grand merci à vous. Je vous avais promis une séquence divertissante. Ce fut le cas, mais beaucoup de réflexions également sur notre futur d'humain, bien sûr, et l'utilisation de la technologie et des considérations, bien sûr, éthiques, philosophiques et même métaphysiques. Donc un grand merci à vous. Regardez ce dessin qui a été fait par Nicolas, qui est notre illustrateur. Voilà, le Zero Trust pour tous, les conversations de la matinée. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Il faudrait simplifier, être plus transparent. Merci, Nicolas. On poursuit bien sûr nos conversations sur la confiance cet après-midi avec un angle un peu différent. C'est comment mettre à l'échelle le Zero Trust, bien sûr, et cette confiance dont on parle depuis le début de ce forum. On va marquer une pause, une courte pause déjeuner qui sera suivie de l'agora du forum InCyber qui débutera à 13h25 dans le Grand Théâtre. Une session qui sera consacrée aux enjeux de cyber-solidarité. Reprise des discussions ici en mode plénière à partir de 16h. À très bientôt et très bonne continuation de votre journée. Merci. Bon forum. Et merci Olivier.